Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du théâtre français, Le Malade imaginaire de Molière, une pièce non seulement célèbre, mais aussi, et on va voir pourquoi, incroyablement personnelle. Alors tout part d'une idée, d'une question un peu folle, non? Imaginez un instant, quelqu'un qui est absolument convaincu, mais alors là certain, qu'il est en train de mourir, alors qu'en fait, il est en pleine forme. C'est ça, le point de départ de toute cette comédie. Et voilà notre personnage principal. Il est, on peut le dire, complètement prisonnier de ses propres angoisses. Il vit entouré de fioles, de potions. C'est vraiment l'incarnation même de l'hypocondrie. Et c'est ce conflit intérieur qui va faire tourner toute la machine, toute la pièce. Première partie, Molière, le dernier acte. Parce que oui, pour vraiment saisir toute la profondeur de cette pièce, il faut faire un petit détour, un détour par la vie de Molière lui-même et le drame qu'il vivait à ce moment-là. Allez, on se transporte un instant. Imaginez la scène. On est à Paris, dans un théâtre du XVIIe siècle, plein à craquer. On sent l'excitation dans l'air, le public avec ses perruques, ses costumes, tout le monde attend le début de la représentation. On est en 1673 pour être précis. C'est le grand siècle, hein. Louis XIV, le roi Soleil, est à son apogée. La France, culturellement, c'est une véritable explosion. Et c'est pile dans ce contexte-là que la pièce voit le jour. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment poignante. Parce que Le Malade imaginaire, c'est la toute dernière pièce de Molière. Et le plus fou dans tout ça, c'est que lui-même était vraiment malade. C'est lui qui jouait Argan, le malade imaginaire. Il s'est effondré sur scène et il est mort quelques heures après la 4e représentation. C'est terrible. La fiction a rejoint la réalité de la façon la plus tragique possible. Deuxième partie, complot, amour et médecin. Eh oui, parce que cette pièce, c'est un joyeux bazar de plans secrets, d'histoires de cœur et, bien sûr, de médecins à n'en plus finir. Voici donc le cœur du problème, Argan. Il suffit de le regarder pour voir cette angoisse, cette fragilité. C'est un homme qui vit dans la terreur permanente d'une maladie qui, en fait, n'existe absolument que dans sa tête. Argan, il est complètement bouffé par sa peur. Son obsession est telle qu'il dépense des fortunes, mais vraiment des fortunes en médecins. Et il leur fait une confiance aveugle, alors que eux, bien sûr, ils en profitent. C'est ça qui le rend à la fois drôle et un peu triste, en fait. Le truc, c'est que cette obsession d'Argan, elle a des conséquences très concrètes. Et la première à en payer le prix, c'est sa fille, Angélique. Elle, c'est un peu la touche de raison et de tendresse dans toute cette folie. Mais elle se retrouve complètement coincée. Et c'est là que tout se noue. Angélique est amoureuse d'un certain Cléante. Simple nom? Eh bien pas du tout. Parce que son père, lui, il a un plan beaucoup plus, disons, pratique. Il veut la marier à un médecin. Pas pour son bonheur à elle, évidemment. Non, non. L'idée, c'est d'avoir un toubib gratos à la maison, 24 heures sur 24. Un pur calcul égoïste. Heureusement, Angélique n'est pas seule. Elle a une alliée de choc, sa servante, Toinette. Et attention, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est elle, la vraie tête pensante, le véritable moteur comique de l'histoire. Toinette, c'est un peu la seule personne sensée dans cette maison de dingue. Elle est maligne, elle n'a pas froid aux yeux, elle va jusqu'à se déguiser, à monter des plans incroyables, tout ça pour faire capoter les projets de son maître et permettre à Angélique d'être heureuse. Et pour que le tableau de famille soit complet, il nous manque un personnage clé, Béline, la seconde femme d'Argan, la belle-mère. Alors elle, sous ses grands airs de femme aimante, se cache quelque chose de bien moins joli. Ah, Béline, elle joue la comédie à la perfection. L'épouse attentionnée, dévouée. Mais en réalité, la santé d'Argan, elle s'en fiche complètement. Ce qui l'intéresse, c'est son argent. Elle n'attend qu'une chose, qu'il meure pour toucher l'héritage. Cette hypocrisie, c'est exactement ce que Molière adore dénoncer. Troisième partie, la satire de Molière. Parce que, bien sûr, on rit beaucoup, mais derrière le rire, il y a une critique féroce de la société de l'époque. Alors la vraie question, c'est ça. De qui Molière se moque-t-il au fond avec cette histoire? Bon, la cible numéro 1, elle est évidente, ce sont les médecins. Molière se déchaîne. Il nous les montre comme des gens pédants, arrogants et surtout complètement nuls. Dans la pièce, les docteurs sont décrits comme des personnages pompeux, ignorants, qui pensent plus à leur portefeuille qu'à leurs patients. Leurs diagnostics n'ont ni queue ni tête, et leurs remèdes, n'en parlons pas. Les fameuses saignées, les purges, c'était au mieux inutile et au pire carrément dangereux. Mais ce n'est pas tout. La deuxième cible, c'est la crédulité des gens. Argan, il n'est pas juste malade dans sa tête. Il est surtout victime de sa propre naïveté. Il avale tout ce que les médecins lui racontent, avec leur jargon qui ne veut rien dire. C'est la proie parfaite. Et enfin, troisième et dernière cible, et pas des moindres, les mariages arrangés. C'était une véritable institution à l'époque. En voulant forcer sa fille à se marier pour son petit confort personnel, Argan incarne parfaitement ces pères qui utilisaient leurs enfants comme des objets juste pour servir leurs propres intérêts. Dernière partie. Ce qu'il faut retenir. Alors si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on garde de cette pièce si riche ?
En fait, tout le génie de la pièce tient dans un mélange, un cocktail parfait de 3 ingrédients. D'abord, bien sûr, c'est une comédie pure et dure. On rit des situations, des quiproquos. Ensuite, c'est une satire, une critique au vitriol de la société de son temps. Mais il y a une troisième couche, peut-être la plus importante, c'est une tragicomédie. Parce que derrière tous les rires, il y a une angoisse qui est, elle, bien réelle et que tout le monde connaît. La peur de la maladie, la peur de la mort. Et c'est ça, le vrai coup de génie de Molière. Réussir à prendre la peur la plus profonde de l'être humain, la peur de la mort, et la transformer en éclat de rire. C'est ça la leçon incroyable du malade imaginaire. Et ça nous laisse avec une dernière question, non? Finalement, est-ce que le meilleur des remèdes, ce ne serait pas tout simplement le rire?